Mon nom est Isabelle Gagnon. Je suis propriétaire de 14 agences web design et marketing et j'ai le plaisir de travailler avec une équipe d'experts qui carbure à augmenter la croissance des ventes, de la visibilité et de la notoriété des organisations que nous desservons depuis déjà 20 ans. Donc, aujourd'hui, on parle de publicité Google. Donc, l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est démystifier Google Ads, les différentes formes que ça peut prendre, les erreurs à éviter, puis les secrets pour une campagne réussie. Pour traiter du sujet aujourd'hui, je suis accompagnée de Gabriel Sans Regret, formateur et directeur de compte spécialisé en Google Ads. Donc, bonjour Gabriel. Salut Isabelle, salut tout le monde. Gabriel, merci d'être avec nous ce midi. Ça fait plaisir, merci de m'accueillir. Afin d'être plus concret dans nos exemples dans la présentation, Gabriel et moi, on aimerait, dans le fond, connaître vos secteurs d'activité. Donc, je vous parlais tout à l'heure du petit onglet questions et réponses qui est à gauche de votre écran. Donc, je vous invite à noter quel secteur d'activité vous travaillez. Donc, est-ce que vous êtes dans les ressources humaines? Est-ce que vous êtes dans le transport? Donc, pour informer les gens qui sont avec nous, qui participent au webinaire également, puis pour nous aider à donner peut-être des exemples un petit peu plus concrets lors de la présentation. Donc, je vous donne le temps de répondre. Esthétique, c'est dans les services ou les produits? Ou les deux? C'est les deux, je crois. Dans les services. Deux, okay. Oui, donc une boutique en ligne et des produits. Yes, parfait. Parfait, donc les réponses rentrent un petit peu. Je vais vous inviter également, durant la présentation, c'est live, là, à poser vos questions de façon spontanée pour ne pas perdre le fil. Là. Donc, on en a peut-être pour 45 minutes encore ensemble. Donc, pour poser des questions, c'est toujours la même chose. Dans votre menu de gauche, en bas, il y a une petite main levée. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou encore de juste noter votre question dans le chat. Qui est le QR, là. Donc, on pourra prendre les questions au fur et à mesure, puis ça nous permettra d'enrichir un peu la présentation avec vos questions. Génial, on a vos secteurs d'activité. Super! Donc, merci de vos réponses. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que je peux juste interrompre? Est-ce que nous, on devrait voir tout le monde qui sont là ou non? Peut-être que vous n'envoyez seulement qu'une partie, tout dépendant comment c'est configuré dans votre ordinateur. Là. Habituellement, on voit tous les participants à gauche. À mesure qu'ils s'ajoutent, les fenêtres se rapetissent. Ah, c'est ça, je le vois. Ouais, c'est ça, je vois pas. Je vois juste qu'est-ce que moi j'ai répondu. Je vois pas tous les participants non plus, là, mais c'est pas grave. On va dire la même chose qu'Annie, moi aussi, je vois pas comme qu'est-ce que les autres écrivent dans le chat. OK, je vais voir si je peux pas vous partager ça. Malheureusement. Il faut cliquer d'abord dessus pour que l'onglet s'ouvre. C'est comme s'il décale vers la droite. Je vais voir si je peux pas. Mais tu sais, il y a comme la partie mes questions puis celle des autres. Puis là, on voit dans les deux côtés, on voit juste. Moi aussi, je vois juste mes questions à moi. OK. Bon. On voit la partie bleue, on voit l'onglet, tout ça, on voit All, puis on voit My Question. Puis j'ai posé une question, puis je vois qu'est-ce que moi est écrit, mais All, je vois juste la mienne à moi. Il y a seulement que, je pense, une question. Sinon, vous avez écrit vos secteurs d'activité. Mais en effet, vous devriez voir les secteurs d'activité des autres. C'est peut-être un souci de l'outil. Je ne pourrais peut-être pas le régler en ce moment, mais je retiens pour qu'on puisse voir si au niveau des fonctionnalités avancées, il n'y a pas quelque chose qui avait été coché ou pas coché pour que vous puissiez voir les questions de tous. Par contre, pour ne pas vous léser, je vais les nommer, les questions de tous. Donc, si je vous dis un peu les secteurs d'activité, du moins, il y a donc il y a Annie qui est en mécanique, il y a Mélanie qui est en esthétique, il y a Pascal qui est en graphisme et photographie, et on a quelqu'un également qui est en assurance, mais étudiante en gestion de marketing. C'est Chantal. Et nous avons aussi Mélanie, une autre Mélanie, on a deux Mélanie, c'est dit. Mélanie qui développe un produit dont elles font la mise en marché à travers une boutique en ligne et avec un distributeur. Donc, voilà. Et il y a Pierre qui est dans les solutions de paiement. Pandapé. Donc, c'est les réponses là, pour les partager à tous. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, puis je vous tiendrai, je vais les nommer très fort,
les questions de tous là, pour que vous ne perdez rien de la présentation. Donc, Gabriel, les campagnes Google. Donc, c'est un fait indéniable. Google fait maintenant partie de nos vies de multiples façons. Donc, c'est d'abord un moteur de recherche. Hein, c'est comme ça que ça s'est imposé sur le web. On s'en sert, la plupart de nous, pour nos courriels personnels, nos courriels professionnels. On s'en sert pour la suite logicielle. C'est la présentation de notre fiche entreprise sur Internet aussi. Donc, nos heures d'ouverture, les détails sur nos services. C'est les statistiques de notre site web, si vous en avez, donc via Google Analytics. C'est peut-être même votre marque de cellulaire. Donc, Google, c'est beaucoup de choses, mais Google Ad, qu'on appelait anciennement Google AdWords, donc la partie publicitaire de Google, précisément, ça comprend quoi, Gabriel? Yes. En fait, ça comprend vraiment un énorme réseau en soi. Comme tu l'as super bien dit, avant, on avait juste le réseau de recherche. Avec le temps, ils ont développé le réseau display. Ensuite, ils ont développé leur réseau partenaire. Là, ils sortent de plus en plus de produits, notamment le shopping pour faire une énorme compétition avec le Amazon. Puis il faut le voir, il présente énormément comme étant une opportunité. Fait que voici l'opportunité qu'on a, dans le fond, de la manière qu'il présente par rapport au marketing un peu plus traditionnel, c'est-à-dire qu'ils ont le plus gros réseau atteignable. Fait qu'au lieu d'y aller avec, ben nous, on a 120 000 spectateurs par viewing, par exemple, pour une émission de télé, ou on a 250 000 personnes qui écoutent notre show de radio. Eux, ils vont plus en disant, ben nous, on a un réseau de plus de 8 millions d'utilisateurs au Québec, par exemple, ou 6 millions d'utilisateurs au Québec qu'on peut aller rejoindre. Fait que là, en tant que propriétaire d'entreprise ou en tant qu'annonceur, on peut se dire, ah, ben ça, c'est une super de belle opportunité, je peux aller rejoindre tout le Québec de manière super simple, rapide, j'ai juste besoin d'un ordinateur puis je le fais moi-même. Pas besoin d'un imprimeur, pas besoin d'être sur un panneau publicitaire, je peux aller les rejoindre chez eux tout le temps. Puis c'est là, en fait, qu'un marketeur ou un annonceur ou nous, on rentre en jeu. C'est vraiment d'aller conseiller quel réseau est le plus pertinent pour nous et quel réseau correspond à nos objectifs. C'est un peu de ça qu'on va parler. En fait, les deux réseaux les principaux, en fait, là, les plus importants, je vous dirais, pour les PME, ça va être le réseau de recherche et ensuite le réseau display. Puis chacun d'entre eux ont vraiment des objectifs différents. Donc, si on commence avec les réseaux de recherche, je vais sortir ici, puis c'est celle-là ici. On va y aller avec une recherche. Fait qu'on avait on avait garage mécanique, esthétique, graphisme, assurance. Dans l'assurance, c'est l'assurance automobile, l'assurance maison, l'assurance hypothécaire. Est-ce qu'il y a une spécialisation ou est-ce que c'est un peu plus au sens large? Par exemple, un lead generator dans les assurances. Pour Chantal. Je ne sais pas si elle a un micro. Est-ce qu'elle a un micro? En assurance de personne. De personne, ok, parfait. Fait que si on essaie, par exemple, ici, sur Google, sur le moteur de recherche, donc ça, c'est vraiment les annonces desquelles on parle au niveau du réseau de Google. Fait que tout ce qui est les ads ici, ça correspond au moteur de recherche Google. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est vraiment juste basé sur une banque de mots-clés qu'on va aller cibler, puis on va dire à Google, moi, je veux miser là-dessus. Pour vraiment s'enligner vers une bonne campagne, la question primaire qu'il faut se poser, c'est quelle combinaison de mots est-ce qui représente pour moi étant une super de belle opportunité? Je crois qu'on a une main levée. Annie? Je voulais juste savoir, est-ce que ça fonctionne comme, parce que j'avais fait AdWords dans le temps, là, Ouais. pour savoir, est-ce que enlever les mots-clés qu'on ne veut pas avoir aussi, ça fonctionne encore de les enlever? Oui, en Je donne un exclusion. exemple parce que moi, au début, là, quand on avait parti ça, là, des années, là, garage, le monde, il marquait porte de garage, fait que ça se retrouvait chez moi. Fait que je veux juste savoir si c'est encore comme ça. Oui, exact. C'est ce qu'on appelle les exclusions des termes de recherche. Ça va rentrer dans le volet d'optimisation d'une campagne. Puis c'est le cœur, en fait. C'est un des éléments primaires pour avoir une campagne qui performe. C'est oui de dire à Google, OK, je vais aller cibler ces mots-clés-là, mais c'est encore une fois tellement un gros réseau. Il faut aller aussi y dire, ben voici la banque de mots-clés sur lesquels je ne veux pas m'afficher, notamment porte de garage dans ton cas. Ou comment installer sa porte de garage, comment réparer sa porte de garage. Tout ça, on ne veut pas les cibler. Puis c'est ça. Fait qu'en soi, la question qu'il faut se poser quand on veut aller établir des mots-clés, c'est vraiment de se dire, ben, quelle recherche dans Google représente une super de belle opportunité d'affaires pour moi en tant qu'entreprise. Il faut le voir un peu comme étant, ça, c'est une question, et puis notre annonce va être la réponse en soi.
c'est super important de toujours garder ça en tête quand on va aller cibler un mot-clé. Parce que la réalité de la chose dans Google Ads, c'est tellement un gros réseau que nous, dans le fond, le budget publicitaire qu'on va déterminer par mois, ça va être nos ressources, qui est en soi limité. Fait que c'est limité par le 300 le 500 le 1000 que ce soit 10 000, 15 000, 20 000 ou 200 par mois. C'est des ressources qui sont limitées. À un moment donné, ils s'épuisent. Par contre, à l'inverse, les recherches, fait que la demande qui vient à partir de ça, dépendamment de l'industrie, elle peut presque être illimitée dans le fond. C'est rare qu'on a un budget qui est trop gros pour l'industrie, puis on s'affiche tout le temps premier, on gagne tout le temps, puis on est tout le temps là, puis on démolit le marché. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur les opportunités qui sont pertinentes pour nous et qui représentent une vraie opportunité d'affaires en soi. Fait que ça, c'est pour le réseau de recherche. Et puis, le deuxième réseau en soi, ça va être ce qu'on appelle le réseau display. Fait que si, par exemple, je m'en vais sur Météo Média, je pense que vous allez être familier avec le réseau display en soi. C'est vraiment tout ce qui est des bannières. Fait que c'est vraiment plus visuel. Fait que, par exemple, si on a gestion de patrimoine Gascon, qui, pour une raison ou une autre, il a l'air de vraiment me suivre. Je pense qu'il m'a tagué, puis je fais partie de ses campagnes remarketing, même si je n'ai jamais été sur son site. Mais ça, le principal avec le réseau display, c'est qu'on va cibler vraiment par audience. Donc, si je prends l'exemple de garage automobile, garage mécanique, tous les gens qui ont un intérêt, si par exemple on a une spécialisation au garage mécanique, je ne sais pas si c'est dans du tuning ou si c'est vraiment juste un garage mécanique un peu plus général en soi. C'est général, mais avec des spécialisations en air climatisé, reprogrammation informatique automobile. OK. Ça, au niveau du réseau display, c'est peut-être pas le meilleur réseau en soi, comme c'est un service spontané. Un peu comme un plombier. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, hey, moi, j'ai un gros intérêt pour les plombiers. J'aimerais ça avoir des annonces de plomberie devant moi. Par contre, au niveau de l'esthétique, ou même, je crois que j'en avais vu un, solution de paiement. Peut-être Arthur, d'Input Kit, ce genre de client-là. Un service, dans le fond, qui n'existe pas tant, qu'on ne sait pas comment on chercherait, là, qu'on ne sait pas tant qu'il existe, mais qu'on veut promouvoir auprès d'une audience. Donc, c'est ça la distinction. Quand les gens ont besoin de nous, assurance, ou ils ont besoin de nous, esthétique, ils ont besoin d'un rendez-vous, ils vont chercher leur service. Par contre, s'ils ne savent pas que votre service existe, je pense à Mélanie Fredette également. Donc, si on ne sait pas très bien, là, à ce moment-là, il faut se promouvoir auprès d'une clientèle qui va chercher des produits similaires ou qu'on va cibler comme ayant de l'intérêt pour notre service. Exactement. Il faut vraiment le faire connaître. C'est vraiment plus un objectif de notoriété en soi. C'est pas mal ça en soi. Je dirais qu'est-ce que ça implique Google Ads, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça comprend. Si j'ai à faire un survol là, en quelques minutes, ce serait vraiment ça que je survolerais pour les PME, ce qui est pertinent pour les PME en soi. On l'a mentionné, Gabriel, la distinction. Quand c'est des campagnes sur le réseau de recherche, c'est des mots qu'on voit. Vous êtes habitués avec ça. On cherche des choses, puis là, il y a des mots, une combinaison de mots. Ça fait une annonce publicitaire, mais il n'y a pas de visuel associé. C'est juste des mots, puis vous êtes dans les 3 premières positions de recherche quand quelqu'un cherche les mots-clés que vous avez réservés. Et la campagne sur le réseau display, c'est une campagne visuelle. Donc, bien sûr, il y a du texte, mais il y a du graphisme derrière. Donc, des filles comme Pascal ou comme 14 peuvent faire un montage. Et là, à ce moment-là, c'est une publicité visuelle comme on verra à la télévision, tout ça, donc du texte sur image, tout ça pour vendre votre produit. Et la grande distinction, je le répète, c'est vraiment un produit qu'on recherche un plombier, puis là, on s'affiche, ou encore, on a un produit qui n'est pas encore connu, qui est moins connu ou recherché, et là, on le promouvoit auprès d'une clientèle qui nous connaît moins. Donc, merci Gabriel d'avoir bien répondu à cette question-là. J'espère que c'est clair pour les différents canaux. Le deuxième point que je voudrais qu'on aborde, c'est tu nous as parlé de l'étendue des véhicules publicitaires de Google, mais comme c'est très vaste, peux-tu nous parler des pièges à éviter? Bien sûr, là, il y a des erreurs qu'on peut commettre comme novice. Donc, comment ne pas se perdre dans cette marée? Il y en a beaucoup. Moi, maintenant, avec les plus de milliers d'analyses que j'ai faites dans les dernières années, de différents comptes, de différentes campagnes, j'ai décliné. Il y a pas mal 3 erreurs là, qui reviennent assez souvent au niveau des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, simplement à cause d'un peu d'un manque de compréhension de la plateforme. Fait qu'on va les couvrir aujourd'hui. Fait que dans le fond, le premier, ça va être aller cibler le nom de son compétiteur. Souvent, ça va être les 2 pôles. Soit qu'on va dire « Ah non, pas pantoute, je ne veux pas aller cibler le nom de mes compétiteurs, je ne veux pas me lancer là-dedans » ou
hey, oui, je veux vraiment aller voler ses clients. Il y a 2 raisons pourquoi ça, c'est une mauvaise pratique ou c'est pas la première pratique que je vais faire dans Google Ads, qu'on va faire dans Google Ads. La première, c'est tout simplement, vraiment au niveau Google Ads, comment la machine elle fonctionne. Dans le fond, c'est que ce qu'il faut comprendre pour chacun des mots-clés, on va avoir un concept qui est appelé le score de pertinence. Fait que Google, lui, au fur et à mesure que la campagne va rouler puis elle va être active, ben, il va aller établir un score de pertinence par rapport à ce mot-clé-là. Puis, c'est vraiment différents critères, là. Mais en soi, c'est que ça va être impossible d'être aussi pertinent que notre compétiteur sur son nom d'entreprise. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce score de pertinence-là, c'est une note de 1 à 10. On va se rapprocher du 1, 2 sur 10, ce qui va nous faire payer vraiment plus cher notre coût par clic. Pour chaque clic qu'on va aller générer pour un compétiteur, il va nous coûter beaucoup plus cher que si c'était pas nécessairement un green, là, mais quelqu'un qui fait juste une recherche au sens large de nos produits et services. Fait que là, sachant ça, ça communique avec le deuxième élément pourquoi c'est pas une bonne pratique. C'est juste en termes juste de développement d'affaires. Si, par exemple, j'arrivais et je vous donnais l'opportunité de parler à 2 personnes, dans les 2 cas, vous allez me payer 15 pour pouvoir parler à ces personnes-là. Il y en a une qui recherche les produits et services que vous vendez, elle recherche le produit ou service que vous voulez lui offrir, puis elle n'a jamais été en contact avec une autre entreprise ou est en train de magasiner une entreprise. Et dans l'autre cas, c'est un client qui est déjà embarqué avec l'entreprise avec qui un de vos compétiteurs, dans le fond. Fait déjà affaire avec un de vos compétiteurs, ça fait des années qu'il achète ses produits ou ça fait des années qu'il utilise ses services. Fait que les deux, vous devez me payer 15 pour y avoir accès à ces deux-là. Règle générale, on va vouloir avoir accès à la personne, en fait, qui est plus facile à rejoindre et qui est plus facile à convertir. Il va nous demander moins d'efforts, moins de temps à investir. Ce qui fait qu'au final, il va nous avoir coûté moins cher en termes de temps aussi pour la personne. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est justement d'aller cibler trop large. Dans le fond, c'est que c'est tellement un gros réseau que des fois, on va pouvoir se dire, ah, ben, je vais aller cibler tel mot-clé ou je vais aller cibler un 50 km plus loin autour de qu'est-ce que je suis normalement capable de desservir. Ou, par exemple, garage mécanique, ben, s'il y a quelqu'un à Montréal qui est intéressé par mon garage, ben, ça ne me dérange pas, moi, qu'il s'en vienne. Mais la réalité est qu'il y a tellement de compétiteurs, puis il y a tellement d'offres et de demandes entre, par exemple, l'Estrie et Montréal, que ça fait que, si on dépense 3 clics à Montréal, ben, c'est quoi les chances que cette personne-là se rende vraiment jusqu'en Estrie pour le produit ou le service, tu sais? Même chose pour les services esthétiques. À moins que ce soit les produits en livraison, si c'est pour les services, on veut rester vraiment dans une certaine zone géographique, dans un certain rayon, que les gens sont prêts à se déplacer pour venir nous rejoindre. C'est vraiment un principe d'offre et de la demande. C'est qu'il y a beaucoup plus de compétiteurs qui sont prêts à faire la compétition avec nous sur les mêmes mots-clés et il y a beaucoup plus de demandes. Fait que notre budget va s'épuiser beaucoup plus vite. Parce qu'on se rappelle, notre budget, c'est une ressource limitée. Il faut essayer de la maximiser. Le budget, c'est un portefeuille, hein, Gabriel. C'est un portefeuille qui recommence à tous les jours. Donc, on a un portefeuille de 10 par jour ou on a un portefeuille de 1000 par jour. Mais Google, dans le fond, vient piger. Hein, il débite de l'argent dans notre portefeuille. Donc, c'est sûr que comme bon père de famille, on veut s'assurer que ce budget-là soit utilisé à bon escient. Donc, exact. Si on concentre la clientèle sur un territoire peut-être plus près et potentiellement intéressé à nos produits ou services. Dans le cas d'une boutique en ligne, Mélanie, les deux Mélanie, qui avaient des boutiques en ligne, pas de souci, parce qu'en même temps, peut-être que vous ne voulez pas aller livrer en Chine parce que le prix du transport va être plus cher que ici. Mais dans un contexte, dans un territoire beaucoup plus réaliste, le Québec ou encore le Canada, ce ne serait pas un souci. Donc, c'est ça. Il faut s'ajuster en fonction de ce qu'on vend et s'assurer de bien utiliser le portefeuille. Et puis, le piège numéro 3, en fait, c'est de se lancer sur des suppositions. Encore une fois, c'est tout relié avec essayer de maximiser nos chances, dans le fond. Fait que pour chaque dollar qu'on va investir, on veut s'assurer d'être le plus proche possible d'une conversion. Fait que d'un achat ou d'une prise de contact, d'un appel, d'un formulaire, peu importe c'est quoi la conversion qu'on établit. Fait que, par exemple, si on y va pour les assurances, y aller avec, je ne sais pas moi, assurance pour ma famille. Ah, mais là, s'il est peut-être intéressé pour la famille, peut-être qu'il va être intéressé pour les assurances de personnes. On ne sait jamais, là, peut-être que ça pourrait marcher. La réalité est que il y a tellement de recherches pour l'assurance au sens général que si on n'a pas un budget de 15-20 000, cette stratégie-là ne fonctionnera pas. Alors que si on se concentre vraiment juste sur assurance de personnes proche de chez nous, là, un 500, un 600, un 700 ou un 1000 par mois pourrait nous faire capitaliser sur le marché.
Ça arrive souvent aussi, on va dire, je sais pas moi, ben, ça, c'est un petit produit ou c'est quelque chose que, on peut le faire. Si jamais ils nous le demandent, il n'y a pas de problème, on va pouvoir le faire. Mais si après ça, sur notre site web, c'est pas quelque chose qu'on pousse de l'avant, c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant, puis c'est pas vraiment ce qui est upfront sur notre site web ou sur nos produits, les pages vers lesquelles on redirige, ben, la personne, elle va cliquer parce que l'annonce va être bien adaptée, puis elle va se rendre sur votre site web pour se rendre compte, ben, ils n'ont pas l'air tout à fait excellents, dans qu'est-ce que moi je recherche comme qu'est-ce que moi je veux faire. Fait que c'est pour ça que par la suite, il faut s'assurer que le contenu suit les stratégies marketing. Fait que là, Gabriel, c'est un peu plus clair sur les choses qu'on ne fait pas. Et c'est important de mentionner, tu sais, Annie, tu le mentionnais tout à l'heure, et moi, j'ai fait une campagne il y a quelques années. Les algorithmes de Google sont toujours en changement. Et ce qui était vrai peut-être il y a 5 ans est peut-être plus aussi vrai. Avant, peut-être cibler un compétiteur, par exemple, c'était pas mauvais. Mais il y a de plus en plus de monde sur Google et les algorithmes sont de plus en plus pointus, précis. Donc, il faut vraiment connaître le fonctionnement pour être sûr, puis en date en mars 2022, pour être capable de faire des bons choix. Fait que là, on sait un peu plus qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, là, ce qu'on veut savoir, c'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi les secrets de la réussite? Donc, parle-nous-en un peu, Gabriel. Ben oui, avec plaisir. Avant de me lancer là-dedans, j'aimerais prendre juste un petit 30 secondes, m'assurer qu'il n'y a pas de questions. Ben, s'il y en a, allez-y, là, ça va me faire plaisir. Mais juste s'il y en a qui ont des questions, qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans les éléments qu'on vient de voir, des choses qu'eux-mêmes ont fait des expériences dans le passé, qui se rendent compte que peut-être que ça faisait partie des erreurs. Ouvrez vos micros et parlez librement. On fait ça simple. on est entre nous ce midi. Il n'y a pas l'air d'en avoir. C'est clair, c'est clair. Soit que c'est clair ou soit que c'est trop compliqué. Un des deux. C'est trop compliqué pour moi. Ben, moi, c'était clair. Là. Je connais déjà un peu la donne. Fait que, ouais, c'était clair. Super, j'adore ça. On y va aussi en survol pour ne pas rentrer dans. Parce qu'on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Fait qu'on y va en survol. Si, justement, à la fin, on va avoir une période de questions, s'il y a des éléments plus personnels que vous en avez roulé dans le passé, il y avait eu des erreurs, vous avez des questions, moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. On va prendre l'heure au complet là, pour pouvoir en parler. Donc, les secrets. Les secrets pour avoir une campagne qui réussit et qui performe. Encore une fois, on ne rentrera pas trop dans chacun des détails et, par exemple, comment écrire une annonce qui performe bien. Mais on va couvrir les deux éléments qu'il faut toujours se garder en tête pour qu'au fur et à mesure qu'on crée une campagne, ben, au final, elle va quand même performer. Fait que le premier, ça va être la segmentation. Qu'est-ce que je veux dire par segmentation, dans le fond? C'est d'aller rejoindre la bonne personne au bon moment avec le bon message. Fait que, par exemple, si je vais prendre l'exemple d'esthétique. C'est des services et des produits esthétiques qu'on vend? Isabelle, tu parles, tu es sur mute, hein? Ouais, il y a Isabelle et Mélanie, malheureusement, je vous entends Non, pas. Mélanie, on ne t'entend pas. Merci, Pierre. Ça ne semble pas fonctionner, Caroline. Ben, si je peux répondre pour elle, oui, elle a une boutique en ligne de produits, mais oui, elle offre des points esthétiques, donc des services. OK, parfait. Puis, quel serait un des types de services qu'on offre? Ce qui est des services de rajeunissement, mais autant au niveau du massage corporel que des soins du visage. OK. Puis est-ce que maintenant, j'ai changé le partage d'écran, ça devrait être ma page Google en ce moment? On voit tout bien la page Google ou c'est encore la présentation? C'est bien ta page Google. Super, parfait. Fait qu'on va y aller avec service de rajeunissement. Là, ici, pour une raison que j'ignore, on y trouve, on a seulement une seule page en bas, une annonce en bas. Ah, ben en soi, il peut avoir plein de critères, notamment, ben, Google il a compris que j'étais un homme. Il a compris que j'étais un homme qui n'a jamais utilisé de service de rajeunissement dans sa vie. Fait que là, il s'est dit, ouais, c'est peut-être pas la meilleure personne pour qui aller afficher une annonce. Fait qu'il y a des campagnes qui ont décidé, ben lui, on va pas le cibler parce que c'est possible, ça, même au niveau de la recherche. Tu sais, on remarque que, ben, je sais pas moi, les hommes ou les femmes d'une certaine tranche d'âge avec un certain tranche de revenus ou même qui ont des intérêts pour la santé et le bien-être, on peut décider d'aller les cibler. Fait que même s'il y a, je sais pas moi, un petit jeune de 21 ans qui décide de faire une recherche juste pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas la clientèle envers qui on génère le plus de ventes.
ben Google va décider de juste pas nous afficher, fait qu'on ne risque pas de dépenser 2, 3, 4 pour aller le rejoindre. Mais sinon, si on revient à la segmentation, ce serait vraiment que pour la recherche pour de services de rajeunissement, on voudrait retrouver dans notre annonce service de rajeunissement aussi. Quand on veut dire d'aller rejoindre la bonne personne au bon moment avec le bon message, c'est vraiment d'adapter l'annonce par rapport à notre mot-clé pour que ça connecte, aller augmenter nos chances de générer le clic. Parce que c'est ça le travail vraiment de l'annonce ici, de l'annonce du réseau de recherche. C'est vraiment juste d'aller générer le clic. Souvent, on va se dire, ah, il faut que ça vende pour nous. Ouais, Annie. Gabriel, si tu aurais mis, parce que j'ai remarqué, là, dans le haut, c'est marqué homme. Dans ta publicité, s'il aurait voulu cibler plus les hommes, il aurait mis le mot homme, il aurait tombé à prime abord en haut, la publicité? C'est parce que Google a déduit que tu étais un homme, tu n'étais pas un bon client, mais je veux juste voir si, en mettant un mot-clé, ça va faire que ta pub va tomber en premier lieu. Si, mettons, ça aurait été homme, là. Ben là, si je fais le changement pour homme, là, on y arrive avec Dermapur. Fait que là, lui, il a sûrement voulu sélectionner avec la combinaison de hommes parce qu'il préfère, en fait, envoyer une annonce quand on cible les hommes. Puis après, il y en a une autre, peut-être, si on écrit femme, peut-être que son annonce va changer. Il faut se rappeler aussi que les publicités s'affichent. Si moi, je suis en vacances à Cuba et que je fais des recherches, ça va peut-être être différent aussi. Là. Les publicités s'affichent en fonction, bien sûr, des territoires qu'on a ciblés et de où on se situe géographiquement. Donc, si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Sherbrooke, si vous êtes à Toronto, ce qui va s'afficher, tu cherches des chaussures, bien sûr, il ne t'affichera pas des chaussures qui sont dans un magasin à Vancouver. Là. Donc, il y a ça aussi qui fait varier les résultats de recherche. C'est important de s'en rappeler. Pour être capable de voir des résultats neutres dans votre recherche Google, vous pouvez aussi ouvrir une navigation privée. Donc, une fenêtre de navigation privée pour ceux qui connaissent ça. Donc, de cette façon-là, c'est comme si ça ne vous géolocalise pas. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir des résultats peut-être un peu plus neutres que ce qu'on a quand on tape de notre ordinateur personnel, qu'on est habitué de faire des recherches et que Google a déjà des données sur nous puis notre géolocalisation sur place. Exact. Justement, si vous êtes curieux ou curieuse de savoir qu'est-ce que Google a à votre sujet et comment est-ce qu'il personnalise les annonces, je vous invite à aller visiter, en fait, le lien, c'est paramétrage des annonces. Donc, ça va être ads-settings.google.com. Je vais voir si je peux le mettre dans le chat. Bien sûr, sinon, je pourrais l'ajouter également. Yes. Donc, en effet, vous pourrez cliquer sur le lien. Ça va vraiment vous montrer un peu qu'est-ce que Google estime de vous. Souvent, vu que c'est notre poste de travail, il est un peu biaisé. Comme moi, il n'est même pas capable de dire je suis entre quelle tranche d'âge, 25 ou 45 ans. Mais après ça, ça devient de plus en plus. Des fois, c'est même surprenant qu'est-ce qu'il est capable d'évaluer à propos de nous. Mais en gros, c'est ça. Au niveau de la segmentation, c'est que, par exemple, pour nos services d'esthétique, c'est qu'on a une panoplie de services. On a peut-être 10, 15, 20, 25 services. Ensuite, on a tous nos produits. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir une annonce qui est adaptée pour chacun de ces services, chacun de ces services-là et chacun de notre audience, que ce soit homme ou femme, peu importe le service. Il faut que dans l'annonce, on retrouve les mots-clés qui connectent avec la recherche, parce qu'encore une fois, la recherche, il faut l'avoir comme une question et notre annonce comme étant la réponse. Un exemple, je vais juste faire du pouce un petit peu sur ce que tu dis, Gabriel. Si vous, par exemple, vous ciblez un auditoire francophone, anglophone, bien sûr, ça va être des annonces, des campagnes différentes. Après ça, selon le territoire, si on se dit, ben moi, je fais une campagne aux États-Unis, je fais une campagne au Québec, je fais une campagne au Canada, français, anglais. Donc, ça va être des campagnes différentes. Donc, on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Exact. Selon le produit, selon le territoire, selon la langue. Parce que ça peut aussi jouer le rôle inverse en soi. Si, par exemple, je reprends mon exemple de mécanique. OK, c'est ça, là, je viens de voir IPL, soins visage aquafolia. OK, c'est parfait. Par exemple, pour le garage mécanique, si, je ne sais pas, moi, je fais une recherche de garage pour changement d'huile. Là, notre annonce est extrêmement poussée dans, je ne sais pas, moi, la reprogrammation d'ordinateur. Moi, je vais dire, oh, boy, OK, non, ce garage-là, il a l'air trop spécialisé pour moi. C'est pas tout à fait ce que je cherche. Ça risque de coûter trop cher pour moi. Fait que je ne vais pas y aller dessus. Fait que là, on vient de passer à côté d'une opportunité.
Puis dans un autre cas aussi, si par exemple, on a des produits un peu plus de luxe, ben, mentionnez le prix dans notre annonce. Comme ça, on va filtrer ceux que ils n'ont pas full d'argent ou qui essaient de cheap out un peu. Ils essaient de ne pas payer le gros prix. On met le prix dans notre annonce, comme ça, on filtre. Juste ceux qui savent combien ça va payer puis qui sont prêts à payer le prix vont cliquer sur nos annonces. Et puis, le deuxième critère, en fait, c'est là que les experts rentrent en jeu. C'est vraiment, on va parler de l'optimisation. Parce qu'à la fin de la journée, on a créé des belles campagnes, on a généré des clics, des impressions, on a peut-être généré des ventes. Mais là, c'est bien beau, mais tous ces clics-là, ces impressions-là, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Est-ce que ça performe bien? Est-ce que ça performe mal? Est-ce que je peux l'améliorer? Si oui, comment je peux l'améliorer? C'est là vraiment que Oups, je vais revenir ici. C'est là que les experts entrent en compte, comme Isabelle et nous-mêmes avec 14. Parce que de plus en plus dans l'industrie, dans le secteur, c'est même plus vraiment des experts Google Ads ou autres, c'est de plus en plus des analystes qui rentrent en poste. C'est vraiment des personnes que les chiffres, les datas, l'interprétation des données, c'est quelque chose qui mange pour déjeuner. Puis ça nous permet vraiment d'aller évaluer au final, bon, mais c'est quoi le problème? Est-ce que le problème est sur notre site web? Est-ce qu'il faut travailler sur notre entonnoir de conversion? Est-ce qu'il faut changer notre annonce? Est-ce qu'il y a des produits que, pour, par exemple, l'IPL, service IPL, on ne peut pas y aller sur Google Ads, c'est beaucoup trop cher, on n'est pas rentable. De toute façon, les gens, ils reviennent juste une fois puis ils ne reviennent plus jamais. Le lifetime customer value, il n'en vaut pas tant la peine. C'est toute cette étude-là, cette analyse-là qui, à un moment donné, on va se dire, écoute, tel service, il ne sert à rien sur Google Ads. On va se concentrer sur d'autres choses. C'est pour ça. Les deux secrets, c'est vraiment le premier, la segmentation de la campagne, bon message, bonne personne au bon moment. Et ensuite, c'est l'optimisation, l'interprétation des données, s'assurer que nos campagnes qui sont en place performent à leur plein potentiel et filtrer justement ceux qui ont besoin d'être tassés en soi. Si on résume, établir un budget, OK? On n'a pas un portefeuille illimité, bien restreindre. Guider et restreindre, c'est ça, je viens de le mentionner. Puis, calculer les opportunités aussi. Ça, tu nous en as un petit peu moins parlé, Gabriel. Donc, comment l'argent qu'on laisse à la table, on peut-tu le savoir? Y a-t-il moyen de chiffrer ce bout-là? Oui. Quand on sait où naviguer, oui, parce qu'il y a vraiment une panoplie de colonnes puis de chiffres qu'on peut ajouter dans Google Ads. Il y en a un que c'est ça, c'est vraiment voir les opportunités qu'on a manquées. Parce que des fois, on va pouvoir se dire, moi, j'ai généré 500 clics dans mon mois, c'est énorme, j'ai 500 nouveaux visiteurs, je suis hyper content. Mais là, une fois qu'on va chercher les bonnes colonnes, on se rend compte que la réalité de la chose, on ne va même pas rejoindre 10% du marché potentiel qu'on a. Là, ensuite, on pousse l'analyse, puis on se rend compte, c'est à cause de mon paramétrage de campagne. La campagne n'est pas assez bien segmentée, elle n'est pas assez bien ciblée, que Google, il voit le marché comme étant énorme, qu'il me fait afficher sur des recherches qui ne sont pas nécessaires, notamment les portes de garage. Là, il ne faut pas juste évaluer, mettons, j'ai perdu 1 $ ou 2 $ sur un clic de porte de garage, mais c'est ce 2 $-là avoir été investi au bon endroit, combien nous aurait ramené aussi. C'est vraiment toutes les opportunités manquées qu'un analyste puis un expert ou une experte en Google Ads va être capable de mettre le doigt dessus puis ce ne sera plus juste de chiffrer les clics inutiles ou de dire que la campagne va bien. C'est vraiment de dire, OK, oui, ta campagne, elle va peut-être bien au stade où est-ce que tu es, mais tu passes à côté de super belles opportunités qui pourraient te rapporter 5, 10, 15, 20 000, 100 000, dépendamment de ton modèle d'affaires ou ton produit ou ton service. T'sais. Et je pense que la magie s'opère quand, dans le fond, tout le monde se parle. Vous êtes tous les spécialistes dans votre secteur d'activité. C'est vous autres qui peuvent savoir quel est votre client idéal. Quand il rentre, une fois que vous l'avez vendu, il rentre, vous avez closé la vente. À la limite, ça fonctionne-tu bien, ce genre de client-là? Vous avez on attire une nouvelle clientèle, on dit « Oh wow, ça super, il paye bien, c'est en bonne corrélation avec nos services. » Ou non, ça m'attire de la clientèle, mais c'est difficile de travailler avec ce genre de clientèle-là parce que notre service, il ne colle pas bien. Des fois, c'est un problème de prix ou tout ça. Le secret, c'est vraiment qu'il y ait nous, on est les spécialistes de la campagne Google, puis on va l'optimiser chaque mois pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais après ça, pour garder le parcours client aussi, pour se dire, y a-t-il des réajustements à faire? Parce qu'on aurait beau attirer une clientèle, si ce n'est pas votre bonne clientèle, il faut se réajuster. Et l'objectif, c'est toujours de faire l'optimisation, c'est vraiment de toujours aller chercher plus
de clients, mais en réduisant le budget ou en stabilisant le budget. Donc, ça, c'est l'objectif de l'optimisation, mais on peut le faire juste en travaillant ensemble. Chez 14, comment on fonctionne? C'est qu'on a des rencontres, OK? On ramasse des données, puis on se parle. Donc, la personne qui optimise votre campagne chaque mois, la personne qui gère votre site Internet, on installe des indicateurs de performance pour la campagne, mais également pour le site Internet. On regarde le funnel de conversion, comment que ça va, qu'on s'en parle. Quand le téléphone sonne, tu as closé, est-ce que c'est un bon client pour toi? Est-ce qu'on attire la bonne clientèle? Pas tout à fait. On rajuste. Donc, à force de réajuster de mois en mois, c'est là une année qu'on peut stabiliser les budgets ou même réduire les budgets puis avoir des bons clients. Donc, le bon client, c'est toujours des bons clients là, pour tout le monde, mais le bon client pour votre secteur d'activité. Donc, c'est l'objectif de l'optimisation qui est fait chaque mois. Tu as peut-être quelque chose à rajouter, Gabriel? Non, c'était pas mal ça. C'était vraiment le tour. Je viens de voir par contre, Pierre, tu avais une question il y a à peu près 10 minutes. Là, on en a une autre au niveau de combien coûte l'investissement. Est-ce qu'on a répondu à ta première question au travers de? Oui, ma première question, dans le fond, Isabelle a répondu là, par rapport à la géolocalisation qu'on pouvait modifier aussi, que ça nous donnait la recherche justement par rapport à ça. Puis, tu sais, sur notre téléphone, quand on fait la recherche sur Google, ça nous donne par rapport à notre position. Sur notre ordinateur aussi, ça le donne par rapport à notre position, mais on peut le modifier comme Isa a montré. Puis, même aussi, ça va à un autre niveau. Dans le fond, c'est là que souvent, 99% du temps, c'est une erreur, mais il y a pour un 1% du temps que ça peut être bénéfique. Ça va être même par intérêt. Quelqu'un qui a un intérêt pour la zone géographique qu'on cible. Par exemple, pour la réservation de chalet ou autre, là, ça peut être super pertinent. En gros, c'est ça, c'est qu'on peut y aller par présence de l'utilisateur et intérêt pour la zone qu'on cible. Et sinon, principalement, ça va être présence. Fait vraiment les gens qui se trouvent à 25 km autour de chez moi ou qui se trouvent en Estrie ou sur la rive sud. C'est des gens qui sont pertinents pour moi. Tu y allais avec le IP de la personne ou sa ville? Non, avec la ville. Même le plus précis qu'on peut aller, c'est le code postal. Good. Puis, tu as vu mes deux autres questions aussi que j'ai posées? Combien coûte l'investissement pour un commerce? Comment procédez-vous? Au niveau de combien coûte l'investissement? Gabriel, Pierre est spécialisé dans des systèmes de points de service, OK, des petites machines là, pour le paiement en ligne par carte de crédit. Donc, sa clientèle, ce sont des commerces qui, eux, dans le fond, veulent changer de système de paiement. Donc, le paiement en point de service, mais qui sert également peut-être à d'autres pour une boutique en ligne, par exemple. OK. Puis toi, tu voudrais savoir pour tes clients, toi, combien ça pourrait leur coûter ou mettons pour toi? Oui. Vraiment, c'est vraiment pour ça. Là. Moi, je viens ici vraiment pour savoir c'est quoi, pour pouvoir donner plein de belles références à Isabelle parce que j'ai une grosse clientèle. Je comprends. Ma clientèle, c'est juste des business. Là. Puis il y en a plein qui cherchent à faire la publicité. Certains que je regarde en ligne, puis je suis comme non, il faut faire de quoi, c'est dégueu. Ouais, puis là, tu rentres là, puis ils sont comme, j'ai pas de clients, là, je sais pas pourquoi. Ouais, t'as aucune présence en ligne. Exactement. Présence, dans mon groupe de réseautage avec Isabelle, j'ai quelqu'un qui fait du publi-postage. J'ai envoyé beaucoup de références par rapport à ça, mais je peux faire la même chose avec les recherches sur Google. C'est pour ça que je suis là samedi. OK, parfait. Ben, ça fait un peu un pont vers notre dernière section, Isabelle. Es-tu confortable si on switch tout de suite directement dedans? On fait. Parfait. Dans le fond, ça rentrait dans les défis qu'on rencontre au niveau de Google Ads. Puis je pense que ça démontre qu'on avait une belle symbiose. Parce que le défi numéro 1, c'est d'établir un budget. Dans le fond, je vais plus parler de comment l'argent se dépense et comment, c'est ça, comment principalement elle se dépense pour qu'après, on puisse estimer nous-mêmes des budgets. Dans le fond, c'est que c'est un système à l'enchère. Puis comme Isabelle elle l'a dit un peu plus tôt, c'est qu'on va avoir notre budget qui va être déterminé par jour. Fait que si on y va avec un 300 $ par mois, c'est plus ou moins 10 $ par jour qu'on a de disponible à chaque fois pour les enchères. Puis ensuite de ça, c'est vraiment, on va payer juste au clic. Fait que du moment que quelqu'un fait la recherche sur notre mot-clé, clique sur notre annonce, là, on va payer. Fait que le 10 $ va être déduit. Fait que là, à partir de là, c'est juste de savoir, en fait, quel impact est-ce qu'on va avoir sur le marché, puis à quel point est-ce qu'on a besoin de nouveaux clients en soi. Parce que 300 $, c'est la recommandation minimum de Google, juste pour commencer à avoir des résultats puis tester les eaux. Ensuite de ça, ça peut monter à certaines industries à des budgets illimités. Donc, on va parler des 50, 100 000, 300 000 $ par mois. Mais sinon, vraiment, pour les PME, on va plus parler dans les eaux de un 500 $, on commence à avoir vraiment des bons résultats.
1000, 1500, 2000, là, c'est rendu des stratégies, on est un peu plus gros. Soit on y va plus large au terme géographique, soit qu'on y va plus large au terme de nos mots-clés, fait que les différents produits et services qu'on pousse, ou on veut juste être super présent sur le marché. Donc, du matin au soir, on veut que nos annonces soient présentes et on veut manquer aucune opportunité. Fait que pour un petit commerce, dépendamment de ses produits et services, si par exemple, on va plus parler de vraiment tout ce qui est restauration, fait que, tout ce qui est café, resto, eux, c'est un peu moins quelque chose de profitable pour eux, le Google Ads. Leurs marges sont tellement petites que c'est pas tout à fait rentable pour eux. Mais tout ce qui est boutique, commerce vraiment de détail, ça, par exemple, ça peut être super intéressant, surtout s'ils ont une boutique en ligne, fait qu'un e-commerce. Parce que là, il y a même tout le volet shopping, fait que le Google Shopping qui devient éligible pour eux. Que ça, c'est un nouveau produit de Google, super abordable, moins cher que le réseau de recherche en termes d'annonces textuelles et génère beaucoup plus de conversions, règle générale jusqu'à présent. Mais c'est ça, si jamais ils n'ont pas de boutique e-commerce en ligne, vraiment juste promouvoir l'établissement local, un 300 $ par mois peut être bien suffisant, puis même juste une stratégie en fait pour mettre de l'avant notre fiche Google My Business. Qui switch tranquillement pas vite vers profil mon entreprise. Là. Fait que ça, c'est simplement que localement, autour de nous, quand quelqu'un fait une recherche pour notre produit et service, ben là, c'est la map qui s'affiche, puis notre localisation gratuitement va s'afficher. Tout simplement en l'optimisant avec le temps. C'est pas mal ça que je dirais pour un commerce de détail, s'il veut juste une présence minime, s'assurer qu'il y a quelque chose en ligne, 500, entre 300 et 500. Là, s'il veut vraiment commencer à générer des ventes, puis OK, là, je vais être présent sur le marché, que le monde me trouve, augmenter mon nombre de ventes par jour, là, c'est 1000, 1500, 2000 et même. Là, après ça, ça devient vraiment une stratégie intégrée là, qui va être. Et ça dépend du secteur d'activité également, Gabriel. On sait qu'il y a des secteurs plus contingentés. Bon, on a un client qui fait des gouttières. Peut-être que les gouttières, s'ils ne mouillent pas cette année, ça va être moins à la mode. Puis il y aura moins. Le budget du clic, là, ça varie beaucoup. Par contre, si vous êtes dans le 3X, j'ai un feeling que ça va cliquer beaucoup et que là, ça va coûter plus cher le clic. Donc, le secteur d'activité fait beaucoup varier. On est en manque de main-d'œuvre ces temps-ci. On s'entend que tout ce qui est en lien avec les RH, ça a augmenté parce qu'il y a du monde, puis il y a beaucoup de demandes. Hein, ça va avec la loi de l'offre et la demande. Mais c'est ça. Si vous n'êtes pas dans le secteur du sexe ou dans les ressources humaines, je pense que venez-vous-en aux gouttières, c'est moins cher. Donc ça, c'est le premier défi, mais il y en a d'autres. Donc, parle-nous des autres défis, Gabriel. Le deuxième défi. Je peux poser une question avant de continuer? Je veux savoir, ton budget, est-ce que tu l'établis, mettons, sur une plage horaire? Mettons que moi, je te dis, je veux pas que ça soit 24 heures par jour, je veux pas que ça soit le samedi, je veux pas que ça soit. Est-ce que c'est établi dans le budget aussi? Oui, bien ça, on le prend en compte, en fait, quand on crée une campagne. Ça guide, ça fait un lien quand même avec le défi numéro 2, parce qu'avec Isabelle, on remplit un questionnaire ensemble, on remplit un formulaire pour savoir c'est quoi vos objectifs, est-ce que vous avez des restrictions. Puis au travers de ça, vous pouvez justement mentionner, moi, écoute, mon garage, par exemple, il est ouvert du lundi au vendredi ou du mardi au samedi à partir de 9 h, puis il ferme à 5 h. Fait que moi, à l'extérieur de ça, recevoir des appels, j'ai personne de disponible pour répondre au téléphone. Fait que ça ne me sert à rien d'aller dépenser pour ça. Puis à l'inverse, si on me dit, écoute, moi, je suis au bureau 2 heures à l'avance, fait que s'il y a un appel, je peux répondre, on va mettre les campagnes de 7 h à 7 h, le matin et le soir, du mardi au samedi. Puis c'est là qu'on va vraiment juste commencer à dépenser. Fait que justement, tout ce qui est les clics la nuit, les clics qu'on ne peut pas répondre, quand on n'est pas disponible, on ne dépensera pas pour ça. Et même chose pour les heures du jour. Si vous êtes dans le 3X, peut-être que c'est plus payant d'être là le soir et la nuit. Si vous êtes dans les gouttières, peut-être plus payant d'être là de 9 à 5. Donc, on va ajuster et on peut booster aussi. Booster sur des périodes qui sont, on sait que c'est de forte affluence pour X raisons, ou encore diminuer un peu le budget, en laisser un petit peu, mais un peu moins dans des périodes de moins grande affluence. Exact. Dans guider et restreindre aussi, on va aussi trouver tout ce qui est les appareils. Par exemple, il me semble, Isabelle, tu m'avais parlé d'un. Il y en avait un qui c'était un SaaS, un Software as a Service, je pense que c'était pour les ressources humaines. Arthur Input Kit. Donc, Arthur Input Kit qui était participant, oui. Donc, un logiciel, une application en ligne pour de la satisfaction client. Oui. Fait que ça, c'est juste pour prendre un autre exemple, là, déroger un peu du garage et de l'esthétique. Pour prendre un autre exemple, c'est vraiment, des systèmes comme ça, c'est rare que ça va être une intégration sur mobile, un peu du spontané, puis te dire, OK, j'ai besoin d'un rendez-vous, je vais appeler tout de suite. Fait que sur mobile, il y a des chances que ça convertit un peu moins.
Fait qu'avec le temps, on va se rendre compte que les recherches qui sont faites sur un desktop, sur un ordinateur, génèrent beaucoup plus de conversions, fait que d'appels, de prise de rendez-vous, de soumission ou juste de prise de contact, peu importe c'est quoi. Fait que là, avec le temps, on va se rendre compte, OK, bon, les appareils mobiles, pas qu'on ne veut pas s'afficher dessus, mais on est juste prêt à payer moins cher. Que ce soit 50% moins cher, 75% moins cher, c'est simplement de dire à Google, moi, un clic sur mobile, j'y attribue beaucoup, beaucoup moins de valeur. Fait que j'aime mieux me concentrer sur desktop et l'inverse est aussi vrai. Par exemple, je ne sais pas moi, on a un service d'urgence. On a décliné, on a segmenté encore une fois une campagne pour nos services d'urgence. Puis là, dans nos services d'urgence, on a tous nos différents services. À l'intérieur de ça, on va dire, sur appareil mobile, je suis prêt à payer 400% plus cher. Je suis prêt à aller chercher un clic à 15$ s'il faut. Parce que, je vais charger mon taux horaire de service. Juste me déplacer, ça va me coûter le taux d'urgence, etc., etc. Fait que ça, c'est au moins un deal à 1500$. Fait que je suis prêt à le payer 20$ mon clic. J'ai pas trop de problème. Ça, c'est le deuxième défi. Fait que guider, restreindre, fait que vraiment, encore une fois, interpréter la donnée et s'en aller au bon endroit avec nos campagnes, pas juste les laisser rouler puis let Jesus take the wheel, comme on dit. Et le troisième défi qu'on a déjà couvert un peu, en fait, c'est vraiment aller chiffrer et mettre un montant d'argent sur les opportunités sur lesquelles on est passé à côté. Des fois, c'est tout simplement de trouver des termes de recherche d'un service qu'on ne fait pas tant que ça, mais quand on regarde les données, on se dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches à ce niveau-là, surtout dans notre secteur, surtout dans notre région. On est capable de le faire, on est capable de le desservir. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est une page sur notre site web qui en parle. Puis là, on décline une campagne, on va chercher tout ce trafic-là, puis on innoverait en fait dans notre secteur, dans notre industrie. Fait que ça, c'est vraiment là. Ouais, non, excuse-moi, vas-y, Un Isabelle. article de blog ou ça peut être une page dédiée. Tu sais, dans le fond, le principe de la campagne Google, c'est qu'on amène du trafic sur notre site. Idéalement, on l'amène sur la page du service ou du produit qu'on veut vendre. Mais on peut travailler aussi un peu, ça nous aide, dans le fond, les campagnes nous aident à nous renseigner sur notre client idéal, sur notre client type. Et on peut y aller en arrière, on peut y aller à l'inverse. C'est-à-dire que tu vas dire, oh mon Dieu, il y a un buzzword dans mon secteur d'activité. Tu sais, Pascal, toi, tu es dans l'image de marque, tout ça. Tu fais, ah mon Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, Colin, il faut que je sois là. Fait que tu ajustes ta campagne. Mais là, by the way, tu dis, hey, je vais écrire un article de blog, un article de 800 mots sur mon site web qui va parler que de ça. Fait que moi, je vais être capable de canaliser, d'attirer cette clientèle-là qui va arriver sur cet article de blog-là dans lequel je vais parler de toute mon expertise. Et là, ils sont déjà rendus sur mon site web. Donc, il y a des fortes chances qu'ils puissent avoir recours à mes services. Donc, c'est bilatéral. Hein? On peut s'en servir pour les deux, pour améliorer son site Internet. On améliore nos campagnes, mais on ajuste notre site Internet, mais on ne l'ajuste pas sur l'inspiration du moment. On ajuste nos contenus, nos pages de service ou encore des nouveaux articles de blog sur qu'est-ce que notre clientèle cible nous dit, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut. Et là, quand on sait très bien qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, on est capable d'offrir le bon service à la bonne personne au bon moment. Si j'avais à terminer vraiment au niveau des défis, c'est Google Ads, on ne vient pas juste de découvrir le feu. Hein. Ça fait longtemps que c'est là, ça fait plus ou moins 10 ans, je pense exactement 12 ans, même peut-être un peu plus, que c'est vraiment en ligne et que les gens connaissent ça. Puis c'est pas nécessairement le seul outil que, écoute, moi, je fais juste du Google Ads, ça passe, ça marche, puis là, j'arrête toutes mes autres démarches marketing. C'est vraiment un outil qui s'ajoute à toute notre stratégie globale, puis il faut s'assurer que ce soit cohérent avec tout le reste. C'est souvent ça qui fait que ça ne fonctionne pas des fois. C'est qu'on pense que c'est juste un nouvel outil de écoute, je mets 500$ puis j'en récolte 40 000. C'est vraiment de y laisser du temps, voir sont les opportunités, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nous, laisser le temps aussi à l'intelligence artificielle de la plateforme d'optimiser nos campagnes puis de s'assurer qu'on cible la bonne personne au bon moment avec le bon message. C'est pas mal, c'est pour ça qu'on recommande souvent un test d'au minimum 6 mois. Simplement pour qu'on ait de la donnée et qu'on ait le temps de se réajuster dans ces 6 mois-là pour les opportunités qu'on va avoir détectées en soi sur le marché. C'est pas mal ça les 3 défis. Donc, chiffrer les opportunités, guider et restreindre et établir un budget qui est juste selon les objectifs qu'on veut atteindre. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette vue d'ensemble. Écoute, il est 1h moins 5, on voulait respecter un peu notre temps. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant le webinaire? Est-ce qu'il y a des choses qui restent encore un peu en suspens de dire ça, là, c'est pas clair pour moi? Et ouvrez votre micro puis partagez-le spontanément. Là. On a encore 5 minutes pour prendre des questions. Au niveau de publicité, est-ce que quand tu cibles une publicité, pas juste du recherche Google, mais ton display, ta notoriété, est-ce que cette publicité-là est textuelle plus ou visuelle maintenant? Le display est beaucoup plus visuel.
Dans le fond, la stratégie globale du display, c'est vraiment de la notoriété. Fait que là, il faut avoir nos couleurs d'entreprise, il faut avoir notre message qui punch, puis il faut avoir un message clair et concis. Un peu dans le même principe qu'un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute. C'est vraiment juste Gabriel en rester avait dans la montré tête des des gens. exemples un peu tout à l'heure. On était sur Météo Média, là. Donc, il y en avait qui étaient affichés en haut, il y en a qui étaient sur le côté, il y en a sur Kijiji, tout ça. Donc, c'est ça. C'est souvent du texte puis une image. On essaie d'être très concis, d'être très punché, parce que les formats ne sont pas toujours très grands. Ou en tout cas, quand les formats sont grands, ben, il y a des prix aussi qui sont associés à ça. Les prix sont proportionnels. Mais en effet, le display visuel, puis la partie recherche, dans le fond, c'est les mots-clés. Okay. Oui. Quand on fait une publicité, peu importe laquelle, qu'elle soit ciblée ou qu'elle soit pas, hey, j'ai perdu mon fil, là. Je vais revenir. Je vais laisser quelqu'un d'autre, je vais réfléchir. Désolée. Pascal avait l'air d'avoir une question, non? Est-ce qu'il y en a d'autres? On a des grands silencieux. Non, mais si je peux, comme Gabriel m'a ouvert la porte, sans avoir nécessairement une question, comme je suis un peu dans le même domaine, puis je connais bien Isabelle, d'entendre le mot « le bon message à la bonne personne, au bon endroit », c'est la clé, c'est ce que je dis à mes clients, puis je suis contente de l'entendre. Puis oui, c'est la base. C'est la base. Tu as raison, Pascal, tout à fait. Puis on le raffine, ça. Tu sais, au début, on y va un petit peu avec des essais et erreurs, mais comme on mesure, c'est ce qui est merveilleux. Hein? La publicité, c'est plus des napperons de restaurant, là, tu sais, où tu peux pas mesurer. Là. Donc, là, on met tout sur le napperon, là. Mais tu ne sais pas s'il y a un retour sur l'investissement. C'était de la publicité spontanée, mais là, on est vraiment, tout est numérique, tout est calculé. Et là, on se dit, voici, il faut encore savoir, ça reste un défi, on ne l'a pas nommé, mais interpréter ces données. Mais on les a. Et vous y avez accès autant que nous si on gère votre campagne. C'est-à-dire qu'on vous fournit des tableaux de bord avec des KPI et vous voyez toujours le nombre de formulaires qui est rempli. Vous voyez toujours, dans le fond, le nombre de clics que vous avez eu, le nombre de fois que votre publicité s'est affichée. Vous voyez, c'est des hommes, c'est des femmes, est-ce qu'ils consultent sur mobile, est-ce qu'ils consultent sur un poste fixe. Donc, vous avez accès à toutes ces informations-là, mois par mois, jour par jour. Donc, on prend du temps ensemble pour les interpréter, ces données-là. On vous forme pour que vous soyez capable de tirer des conclusions intelligentes également de ces données-là. Au début, on n'est pas très familier, mais maintenant, à force de se rencontrer au fil des mois, on est capable de dire « OK, là, je comprends, là, je vois des opportunités ou je vois des possibilités de restriction. » Fait qu'on vous habilite au fur et à mesure à mieux travailler vos campagnes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Le tour. Ben, écoute, on est top chrono, midi 59. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous. Plaisir, merci à vous. Vous allez recevoir un courriel de suivi pour le webinaire. Ceux qui aimeraient avoir la copie, l'enregistrement, pas de souci, on pourra vous la faire parvenir. Mais dans le courriel, on va vous transmettre, dans le fond, s'il y en a qui aimeraient communiquer avec nous en privé, avoir une estimation de comment ça coûterait, moi, sur mon territoire, telle chose, bien, on vous envoie le petit lien du questionnaire. Vous pourrez remplir, on pourra se rappeler pour vous faire une évaluation de votre marché, de la campagne que vous aimeriez créer en particulier. On vous envoie également un rabais exclusif qui, si vous aimeriez débuter une campagne, dans le fond, qui était exclusif à ceux qui étaient présents au webinaire aujourd'hui. Donc, merci encore beaucoup de votre présence. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire qui va avoir lieu vendredi, le 29 avril prochain, et dont le sujet va être, toujours en 60 minutes top chrono, le sujet va être la stratégie de création de contenu pour vos réseaux sociaux et articles de blog. Donc, aujourd'hui, on vous a parlé de référencement payant, donc Google Ads, et là, on va parler de référencement gratuit, référencement non payant, c'est-à-dire, dans le fond, nourrir les réseaux sociaux, vos articles de blog sur vos sites web pour être capable d'avoir une stratégie de référencement aussi, hein, parce que ça attire de la clientèle, mais de façon non payante. Donc, c'est un rendez-vous le 29 avril prochain, c'est un vendredi aussi à midi. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que tu nous envoies le lien tout de suite pour le 29? Bien sûr. Bien, dans le fond, la publicité va être finalisée dans une semaine, je vous dirais. Je vous ajoute dans ma liste, puis je vais vous la retourner. Donc, vous pourrez vous inscrire, mais c'est ça, c'est pas tout de suite, c'est dans une semaine que ça va être prêt. Merci encore de votre présence à tout le monde. Bonne fin de journée. Salut tout le monde, bon week-end. Au plaisir. Bye.